Cette partie est la suite de l'analyse de fiabilité entamée dans le chapitre 2.1, dans laquelle on va voir d'autres indicateurs de fiabilité. On commence cette deuxième partie par définir une courbe classique en maintenance qui est dite la courbe baignoire. En ingénierie, cette courbe, c'est une représentation classique de la probabilité d'incident pour les équipements ou les systèmes. C'est le résultat de l'addition de trois composantes, la courbe verte qui concerne la courbe des accidents aléatoires qui est indépendante de l'âge du système. Vous voyez bien que c'est une droite qui ne dépend pas dans quelle période du système on est. La deuxième courbe qui est la courbe rouge, c'est la courbe qui est liée aux incidents de rodage du système. Donc avant que le système ne soit stable et utilisable à 100%, c'est une courbe qui commence avec un nombre élevé d'incidents qui va en se stabilisant. La troisième courbe qui est la courbe jaune, c'est une courbe des incidents liés au vieillissement du système et qui débute à des niveaux faibles mais croît de façon continue dans le temps. En additionnant la courbe jaune, la courbe rouge et la courbe verte, on va avoir la courbe en bleu qui est en fait cette courbe baignoire. Donc cette courbe, on dirait en l'observant qu'elle est composée de trois classes d'âge qui ressemblent fortement au cycle de vie humain. Donc, dans la période de rodage, on l'appelle aussi la période de jeunesse du système. Ici, le système n'est pas encore stable, n'est pas encore complètement fonctionnel et mature. La deuxième période, qui est dite la période productive, on l'appelle aussi période de maturité. Dans cette période, le système est bien stable et bien fonctionnel. Et enfin, la période de fin de vie, comme la fin de vie de tout homme, c'est une période de vieillissement du système, donc de dégradation de son fonctionnement. Alors, dans le chapitre précédent, on a calculé le taux de défaillance global et on a dit que c'est un indicateur de fiabilité qui est absolu. C'est-à-dire quoi absolu? C'est-à-dire que sur l'instant, sur la période de référence 0t, on va définir ou bien calculer ce taux d'une manière globale. Le problème ici, que cette valeur unique globale, elle n'est pas descriptive de l'évolution de défaillance au cours du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si ce nombre de défaillances important s'est avéré dans une période ou bien dans une autre. Est-ce que c'est avéré dans une période bien déterminée, sur un mois bien déterminé, ou bien il s'était étalé sur toute la période de 0t. Donc on ne peut pas le savoir avec ce taux global. L'idée ici, c'est de subdiviser cette période de 0 à t en des intervalles. Chacun de ces intervalles a une taille égale à delta t. Donc on va les diviser en des instants t1, t2, t3, etc. Sur chacun de ces intervalles, de 0 à t1, de t1 et t2, etc., sur ti plus 1, on va définir une valeur nouvelle qui est égale à un lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda i. Et ainsi, on pourrait tracer toute une évolution de lambda au cours du temps. Apparaît ici une nouvelle famille d'indicateurs de fiabilité, dit indicateurs de fiabilité estimative. Et nous noterons tout au long de ce chapitre avec un chapeau des indicateurs estimatifs. Pourquoi estimatifs? Parce qu'empiriques, basés sur des essais sur terrain. Pour cela, nous allons supposer que nous avons N0, grand N0, égale le nombre initial des éléments sur lesquels nous ferons des essais. C'est-à-dire que notre système, il est formé par des éléments. Les éléments peuvent être des organes, des parties de ces systèmes. Donc ces éléments, on va faire des essais de maintenance, des essais de fiabilité sur les éléments de ce système. Le nombre initial de ces éléments, on va le noter comme étant N0. On va noter aussi, donc on va ajouter une zone de texte, R, petit r, égale le nombre de classes d'âge. Alors, ce nombre de classes d'âge, il est égal aux racines de N0.
nombre de classes d'âge, il est égal à la racine de 1, 0 qu'on vient de définir initialement. Comment on va définir alors delta t? Delta t, ce sera la période t qu'on va diviser sur le nombre de classes d'âge. Alors, vous vous rappelez cette période t d'observation ou bien d'usage, il suffit ici de la diviser sous forme de R. Donc, nous avons R intervalle exact, de valeur exacte, R égale racine de n0, et chaque longueur d'intervalle, elle est égale à delta t. Donc, nous aurons ici R classe, donc ça c'est t, 0t. Nous allons diviser notre intervalle, notre période d'observation 0t sous forme d'intervalles égaux. La taille de chaque intervalle est égale à delta t. Comment obtenir delta t? Bien, delta t égale t, la période de t, qu'on va diviser par r. R égale à quoi? R égale racine de n0. Cette nouvelle subdivision de t nous permettra de calculer pas mal d'indicateurs de fiabilité. On va commencer par ce qu'on appelle le taux de défaillance estimatif, lambda chapeau. Lambda chapeau nous rappelle le taux d'estimation, le taux de défaillance globale qu'on a défini dans le début de ce chapitre. Alors, lambda chapeau de TI, donc vous remarquez tout d'abord qu'on va calculer lambda chapeau à un instant TI, pas pour toute la période de référence 0T. Donc à un instant TI, lambda chapeau égale NI sur grand NI, qu'on note aussi NS, delta TI. NI, petit NI, c'est le nombre de défaillants sur delta T. Grand NI, c'est le nombre de survivants au début de la tranche TI. Et puis delta TI, c'est l'instant TI plus 1 moins TI, c'est l'intervalle de temps observé. Avec R, c'est la racine de somme des NI ou bien racine de N0, ça revient au même. Alors, c'est quoi le nombre de défaillants? C'est le nombre d'éléments à partir de N0 qui sont défaillants sur l'intervalle delta TI. Grand NI ou bien NS, le nombre de survivants, ce sont les éléments à l'instant TI qui n'ont pas suivi de défaillance jusqu'à cet instant TI. Delta TI, c'est l'intervalle de temps TI plus 1 moins TI. Alors, nous allons faire une application sur le calcul de taux de défaillance estimatif. Donc, nous supposons qu'un système S contient 36 éléments à tester à un instant T0 égale à 0 sur une période de référence égale 6000 heures. On vous demande ici d'analyser la fiabilité de ce système à partir de ces données en utilisant le critère de taux de défaillance estimatif. Donc, tout d'abord, on va déterminer notre delta T. Comment faire? Bien, tout d'abord, il faut déterminer N0. Notre N0 égale donc 36, puisqu'on a à l'instant initial 36 éléments à tester. Le nombre de classes d'âge, c'est-à-dire le nombre d'intervalles sur lequel on va diviser la période de référence, c'est égal à la racine de N0, ce qui nous donne 6. Et puis, nous avons delta T, que je vais noter ici dt, puisque je suis sur Excel. Ça va nous donner T sur R, donc est égal à 6000 sur 6, donc ça va être 1000 heures. Donc notre période delta t, petit delta t, égale 1000 heures. Donc on va diviser notre intervalle 0t sous forme d'instant t jusqu'à t plus 1 avec la différence entre t plus 1 jusqu'à t égale à delta t. Donc on va commencer à partir de l'instant 0 jusqu'à 1000. Et puis de 1000 à 2000, 2000 à 3000, 3000 à 4000, de 4000 à 5000, et de 5000 enfin jusqu'à 6000. Donc là, on a divisé notre période de référence en utilisant comme intervalle de division la période delta t.
Ici, on vous donne le nombre de défaillants. Ou bien on vous donne le nombre de défaillants, ou bien on vous donne le nombre de survivants. Et ces paramètres, ils peuvent nous survenir à partir de l'historique de la machine, qui est un document nécessaire dans le service de maintenance. Donc, je vais supposer que je vous donne le nombre de défaillants sur chacun des intervalles et est à vous de déterminer le nombre de survivants ainsi que la valeur du taux de défaillance que je vais noter lambda ici, pour simplifier. Alors, à l'instant 0, quel est le nombre de survivants? Bien, à l'instant 0, nous avons tous nos éléments qui sont des survivants. Il n'y a aucune panne à l'instant 0. À l'instant 1000 maintenant, nous avons eu 2 pannes. Donc, ce qui va nous donner égale 36 moins 2 est égal à 34. À l'instant 2000, vous voyez, nous avons eu 5 pannes, ce qui va nous donner égale 34 moins 5. Ça va nous donner 29 pannes. Ici, nous avons 29 pannes moins 4. Donc, ça va nous donner 25 pannes. 25 pannes moins 6, ça va... J'ai écrit... Donc, il faut que ce soit standard ici. On va le supprimer. Égale 25 moins 6. Voilà. Et puis, c'est ça. L'instant 3000. Donc, à l'instant 36 moins 2. 34 moins 5. 29. 29 moins 4. 25 moins 6. Et puis ici, 19 égale 19 moins 2. Donc là, on a déterminé le nombre de survivants à chaque fois. Ici, il faut juste écrire la formule égale, donc NI sur, parenthèse, NS fois 1000, qui est la valeur de delta T. On peut entrer. Nous allons calculer cette valeur. On va la généraliser sur les autres. Donc, il va nous calculer à chaque fois la valeur de lambda. Ici, on pourrait tracer lambda au cours du temps. Donc, vous voyez bien, je vais faire insertion et courbe. Et je vais tracer la courbe. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'évolution. Donc, c'est le taux de défaillance estimatif et son évolution au cours du temps. On pourrait changer ces périodes ici puisqu'on calcule le taux de défaillance estimatif pour le TI. Donc, on pourrait modifier ces 1, 2, 3 en utilisant les TI. Là. Attendez. Là. OK. Vous voyez bien qu'à chacun des instants, nous avons, on pourrait changer de courbe beaucoup plus significative, à chacun des instants, nous avons une valeur du taux de défaillance estimatif et son évolution au cours du temps. Comme ça, si on a une courbe qui est croissante, on va dire que la défaillance, elle devient décroissante. Ou bien c'est l'inverse, si on a une courbe décroissante du taux de défaillance, on va dire que la fiabilité va en s'améliorant. Ou bien, si on a des périodes d'amélioration et des périodes de décroissance, donc on va résumer notre conclusion selon le cas. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres indicateurs de défaillance estimative. Ce sont les fonctions de défaillance estimative. On va avoir ce qu'on appelle une fonction partielle qui est dans l'expression est f chapeau de ti fois delta ti. C'est la fonction de défaillance sur l'intervalle delta ti. Et elle est égale à ni, le nombre de défaillants, sur n0, le nombre total des éléments à tester. Cette fonction, elle peut nous donner aussi, si on l'intègre ou bien on la somme, une fonction qu'on appelle fonction cumulée de défaillance. La fonction cumulée de défaillance, c'est la somme jusqu'à l'instant ti des fonctions de défaillance, si vous voulez, partielles, f chapeau de ti fois delta ti. Donc, si je remplace ici f chapeau ti fois delta ti par ni sur n0, ça va nous donner la somme de ni sur n0. Je peux sortir 1 sur n0 puisque c'est une valeur constante. Donc, la somme de défaillants jusqu'à l'instant ti, en fait, c'est le nombre initial moins le nombre de survivants.
puisque défaillant plus survivant, ça va vous donner le nombre initial N0. Donc, ce qui va me donner, en fait, l'expression de f chapeau, la fonction cumulée des défaillances, c'est 1 moins ns de i sur N0, où ns de i, c'est le nombre de bons éléments ou bien des survivants à l'instant ti. On se propose ici de continuer l'exercice de tout à l'heure en utilisant maintenant les deux nouveaux paramètres qu'on vient d'apprendre, les deux nouveaux indicateurs de fiabilité, la fonction de défaillance partielle et la fonction de défaillance cumulée. Donc la fonction de défaillance partielle est égale à ni sur n0, 36, entrée. Donc on va calculer pour tout le monde. Et puis la fonction de défaillance cumulée égale à 1 moins, j'ouvre une parenthèse, ns donc il faut écrire l'égal avant, ns sur n0. Je ferme, c'est égal à 0, bien sûr c'est égal à 0 puisqu'on calcule f cumulé à l'instant 0. À l'instant 0, on n'a pas de défaillance, donc la fonction cumulée des défaillances est bien égale à 0. Puis on va généraliser avec tout le monde. Maintenant on va tracer ces deux courbes. On va commencer par le traçage de la courbe de la fonction partielle, insertion. Donc courbe, voilà. Là c'est fonction partielle de défaillance, fonction partielle de défaillance. Et puis, on va tracer aussi la fonction cumulée des défaillances, donc insertion courbe. Et on va tracer la fonction cumulée de défaillance. Fonction cumulée de défaillance. On va ajouter, on peut supprimer celle-là, on n'en a pas besoin. Supprimer. Voilà. Et puis on va sélectionner les données. Attendons un peu. Et modifier nos données. Donc il suffit de faire modifier les données pour déterminer les valeurs d'entrée qui sont les T, 0, 1000, 2000, 3000. Ça ne marche pas pour moi, ça se bloque, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce que vous devez observer, vous observez là une fonction partielle qui est en zigzag, qui ne donne pas une idée claire, est-ce que c'est une courbe croissante ou bien décroissante. Par contre, la fonction cumulée des défaillances, vous voyez bien que c'est une fonction croissante, ce qui indiquerait que la fiabilité, puisque la fonction cumulée des défaillances, elle va en augmentant, la fonction normalement de fiabilité va en décroissant. On va voir dans la partie suivante que cette fonction de fiabilité, elle est exactement le complément de la fonction cumulée de défaillance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a aussi une fonction estimative de fiabilité qu'on note généralement R ou R chapeau. Alors la fonction de fiabilité est exactement le complément de la fonction de défaillance puisque les deux fonctions et de fiabilité et de défaillance, ce sont des probabilités. Donc R chapeau de TI à l'instant TI est égal à 1 moins F chapeau de TI qui est la fonction cumulée de défaillance. Donc d'après l'expression de F chapeau, c'est exactement égal au nombre de survivants sur le nombre total des éléments à tester. On peut aussi déduire une nouvelle expression de lambda chapeau partant de l'expression de lambda chapeau de TI égale à NI sur NSI fois delta T. Alors, on pourrait diviser par une quantité constante en haut et en bas qui est égale à N0 fois delta TI, ce qui va nous donner l'expression F chapeau de TI sur R chapeau de TI. Donc, on pourrait aussi déterminer lambda chapeau, le taux de défaillance estimatif, comme étant une fonction de la fonction partielle de défaillance sur la fonction de fiabilité à l'instant TI. On pourrait aussi calculer le MTBF d'une manière différente que tout à l'heure. Donc le MTBF, on pourrait l'exprimer comme étant la somme sur tous les instants de TI fois la fonction partielle de défaillance, ce qui nous donne la somme de 0 à l'infini de TI, NI sur N0.
qui est égal à 1 sur N0 fois N1 T1 plus N2 T2, etc. jusqu'à le dernier instant, N l'infini fois T l'infini. Jusque-là, nous avons vu une grande panoplie de méthodes pour déterminer l'évolution de la fiabilité de nos systèmes au cours du temps. Il y a aussi le graphe qu'on appelle le graphe de Nelson-Allen, qui permet de voir le tas de fiabilité d'un système en traçant le nombre cumulé des défaillances en fonction du temps. Ensuite, on va comparer la courbe obtenue avec la courbe en bleu ou bien la courbe en rouge. Si notre courbe obtenue ressemble à la courbe en rouge, donc on a une amélioration du matériel. Sinon, si elle ressemble à la courbe en bleu, on a une détérioration du matériel. C'est aussi une méthode simple pour voir l'évolution de l'état de ce système étudié. Nous allons terminer ce chapitre avec un dernier indicateur de fiabilité qui s'appelle le ROCOF, le Rate of Occurrence of Failure, c'est-à-dire le taux d'apparition des défaillances. C'est un indicateur de fiabilité qui ressemble au taux de défaillance observé au début de ce chapitre. L'intérêt ici est qu'il ne concerne que les matériaux réparables. Les matériaux qui sont jetables, qui ne sont pas réparables, ne sont pas concernés par ce calcul. Comment on estime le ROCOF? On le note Z chapeau à l'instant TI. C'est le nombre de défaillances sur l'intervalle TI plus 1, c'est-à-dire T plus delta T, sur la période partielle observée, delta T. Voilà, on pourrait aussi calculer ce genre d'indicateur qui est assez simple pour déterminer si notre fiabilité va en croissant ou bien va en se détériorant.